Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier, encore beaucoup de réactions. On aime, au sein de la communauté, tordre le cou aux idées reçues et faire bouger les lignes. Aujourd'hui, comme tous les mercredis, top crypto des membres. Mais pas n'importe quel top crypto des membres, parce que celui-ci, ce sera pour les futurs millionnaires. On parlera de Render, Galéon, FET, CKB, Uni, Tezos, Crow, Falcoin ou encore Zilliqa. Et je finirai en apothéose avec le projet qui nous rendra millionnaires. Il a déjà levé, à l'heure où je vous parle, près de 40 millions de dollars en pre-sales. Il n'est pas encore listé, il sera listé sur les plus gros échangeurs de la planète pour un montant capitalistique dilué actuellement en pre-sale de 100 millions de dollars. C'est le projet à ne pas louper, croyez-moi. Si je le vois arriver gros comme une maison, restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça nous concernera pour des années à venir. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des Rois du Marché. Vous trouverez le lien dans la description. Et pour encore plus de simplicité, nous avons tout centralisé au sein du site lesroisdubitcoin.com. Actuellement, l'académie est ouverte. 10 heures de live exclusif chaque semaine. Vous pouvez rejoindre l'académie. Vous avez également l'initiative des rois. 50 modules de formation vidéo clé en main. 2 heures gratuites. Cliquez ici. Juste un prénom et une adresse mail où vous pouvez également rejoindre l'initiative. Vous avez également tous les partenaires, les dernières vidéos et également un petit texte rejoindre le Discord avec quelques avis de commentaires sur YouTube. Que vous êtes à la fois bienveillant et chaleureux à me donner de la force et du soutien et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker la vidéo, ça booste toujours l'algorithme de YouTube. On a donc décidé ici de centraliser toutes les informations qui commencent à s'empiler du côté de la grande communauté des rois du Bitcoin. Je vous mets le lien et ce simple lien en description. N'hésitez pas à venir le découvrir. Vous voulez télécharger la stratégie des 4 rois? Cliquez juste ici et vous avez directement la stratégie des 4 rois qui vous sera automatiquement livrée et ce, complètement gratuitement. Est-ce qu'on parle de Bitcoin? Bon, il ne se passe rien sur Bitcoin, on latéralise, on est bien arrivé sur notre objectif de prix, on l'avait dit, 90 000 $ avant la fin de l'année. Bravo, bravo à l'ensemble de la communauté. Bah maintenant, ça va un petit peu consolider. Donc oui, on peut éventuellement essayer de chercher, d'anticiper et de tout ce que vous voulez, un pullback, un retracement, un déséquilibre. Bon, bah ma foi, on va le subir et puis pourquoi pas en profiter s'il nous reste un peu de cash pour essayer de le swing tout simplement. Donc oui, vous avez déjà objectif plus bas sur une forme de respiration de marché, mais actuellement rien n'indique. La seule chose que je me pose comme question, c'est ceci par rapport à un climax run, voire un Gamax squeeze du côté des options. Vous le savez, si on attend à peu près 72 heures, allez, 3 à 4 jours avant l'expiration des options, ici pour le 29 novembre, c'est pas encore, on est actuellement au-dessus des 90 000 $. Donc on est au-dessus du strike des 80 000 $. Vous savez comment on interprète ce type de produit dérivatif, c'est que si vous dépassez à la hausse comme à la baisse un strike price du côté des options, nous rentrons donc en tendance pour des semaines et des mois. Ça nous est exactement arrivé de la même manière en 2021, ça nous est exactement arrivé de la même manière en 2022, mais cette fois-ci, pas forcément pour les haussiers, plutôt pour les baissiers, quand on avait éclaté notamment les strike price à la baisse par rapport à Terra Luna, et ça a duré des mois. Si on vient clôturer au-dessus, je dis bien au-dessus des 80 000 $, à ce moment-là, nous rentrerons bien en tendance pour des semaines et des mois à venir. Donc oui, les petits pullbacks sont faits pour être rachetés. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas Bitcoin, c'est plutôt des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que je tente de les surperformer. Et ici, vous avez une petite fractale que je vous ai repositionnée par rapport au précédent cycle, notamment des différents alt seasons. Vous avez ici, on est vraiment sur cette trendline haussière, juste là qu'on avait tracée depuis longtemps, avec une surperformance théorique par rapport à Other, donc l'ensemble des cryptoactifs, c'est 99% des cryptoactifs qui représentent que 10% de la capitalisation, avec une influence positive, perspective de croissance relative à Bitcoin de plus 322%. En somme, si Bitcoin fait x4, bah vous rajoutez et vous le multipliez par x4 supplémentaire. Donc c'est assez important. Donc si Bitcoin fait x2, et bah vous ajoutez 322 de surperformance supplémentaire et ça concernerait Other, l'ensemble des cryptoactifs ou nos cryptoactifs préférés. Et on va donc ici commencer à en parler. On va commencer avec
à Render. Render, formidable. Est-ce qu'on en avait parlé la dernière fois? Je ne sais plus. C'est une bonne question, donc excusez-moi si on en avait parlé la dernière fois, mais toujours intéressant d'aller le chercher dans un bon momentum haussier. C'est un réseau décentralisé permettant aux créateurs de contenu d'accélérer leurs projets avec une puissance GPU, ici sur des cartes graphiques. Ça a été fondé par Julian Bach, également fondateur d'Otoy, et le token RNDR est utilisé pour des services notamment rendus. Et l'équipe réunit les meilleurs experts ou les meilleurs experts de la planète, notamment sur les technologies blockchain et des technologies dites 3D. Ça, c'était la petite recherche fondamentale. Maintenant, est-ce que c'est maintenant qu'on investit dans ce type de token? Non, on est hors zone en réalité. Donc on a bien eu les structures. On pourrait, comme on le dit souvent, attendre un petit pullback pour aller faire un test de cassure. Je vais essayer de vous le donner d'ailleurs sur TradingView. Ici, je vais le récupérer sur TradingView, notamment sur CoinMarketCap. Logiquement, voilà, c'est très très bien. Ici, on peut attendre éventuellement un petit pullback pour retester ce W en weekly, des W dans des W, dans des W, dans des W. Petit pullback, on vient chercher la liquidité, peut-être une petite poche juste ici pour essayer de jouer un swing. Mais est-ce que pour de l'investissement, c'est réellement rationnel? Non, là, en fait, les investissements, c'est plutôt ici qu'il fallait les prendre. Là, on n'est plus dans de l'investissement, là, on est plutôt dans du trading de flux. Tout simplement. Alors, est-ce que c'était... Non, on est bien sûr un premier flux, puis un deuxième flux, avec un magnifique pullback, généralement en 2 flux baissiers. Regardez-le, on va le changer de couleur. Premier flux baissier, deuxième flux baissier, et on attend le troisième flux par expansion, généralement le plus violent, le plus rapide et le plus haussier. Est-ce que c'est intéressant ou pas de le prendre et de le swing? Oui, carrément. C'est bien évidemment intéressant de pouvoir le jouer. Donc, pas plus de choses à dire avec Render. Le graphique parle de lui-même. C'est en tout cas un projet avec un fort narratif, potentiellement avec une adoption massive dans les prochaines années. Est-ce que c'est intéressant d'en avoir aujourd'hui dans un porte-monnaie? Oui, mais c'est plutôt pour le trader. Pensez à bien suivre vos objectifs à atteindre et prenez des profits, bien évidemment, puisque les investisseurs ont acheté, je dis bien, beaucoup moins cher que vous. Voilà du côté de RNDR. On le met dans le narratif de l'intelligence artificielle. Ça fait des mois qu'on en parle, presque des années, chez les rois du Bitcoin. Bravo pour ceux qui y sont exposés. Galéon, j'ai rencontré les fondateurs à Paris, on en avait beaucoup discuté, on avait discuté plus de 2 heures avec eux. Ils sont adorables, d'ailleurs le fondeur du projet est un anesthésiste réanimateur, donc docteur en médecine, ici en France. Et aussi étonnant soit-il, puisque j'en avais pas parlé connaissant bien le marché de la e-santé et de la santé en général par rapport à ce traitement des données de santé qui fait partie d'une réglementation spécifique par rapport à l'hébergement et au traitement de ces données de santé qui sont, j'allais dire, pour essayer de trouver le bon mot, c'est pas tabou, mais c'est critique. Voilà, ce sont des données qui nous concernent, qui sont des données personnelles de santé, qui sont en fait dans la case données dites critiques. Donc on ne traite pas ces données comme les données qu'on pourrait donner sur des réseaux sociaux ou sur des cookies sur un site internet. C'est beaucoup plus encadré. Dès lors, il faut comprendre que pour pouvoir traiter, gérer, transférer, même à travers des technologies blockchain qui peuvent être intéressantes, des données de santé, c'est vraiment risqué, c'est difficile, et notamment en France. Maintenant, ils l'ont tenté. Ils ont même créé un token qui s'appelle le Galéon, qui permet de décentraliser, de garantir la sécurité et la décentralisation du réseau Galéon, et ça fonctionne. Et honnêtement, ça fonctionne, puisqu'il est plutôt bien résilient. Alors oui, il n'est pas listé sur beaucoup d'échangeurs, et c'est un bon choix, d'ailleurs, soit dit en passant, puisque c'est plutôt un token d'utilisation, plutôt qu'un token de spéculation. Alors, je vais le résumer, Galéon, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est tout simplement l'idée de créer un dossier médical décentralisé. Alors à la genèse, ce n'était pas forcément ça, mais ils tentent d'accéder à ce niveau, si vous voulez, de complexité, pour essayer de donner de façon tokenisée ou de façon complètement décentralisée accès à nos données de santé, anonymisées bien évidemment, et pour créer un dossier médical de santé, tout simplement. Alors oui, il y a des spécialistes derrière. Oui, ils ont réussi à signer des hôpitaux, et plusieurs hôpitaux. Et à chaque fois, ça se voit d'ailleurs dans le prix, puisque si vous voyez des magnifiques hausses ici sur Galio, c'est qu'ils ont signé un établissement de santé, un deuxième établissement de santé. Ce sont des établissements de santé dites publics, et honnêtement, je leur tire mon chapeau. Parce que pour en avoir un, c'est bien. Pour en avoir 2, c'est dur. Pour en avoir 3, c'est quasiment impossible, surtout sur ces ruptures technologiques. Donc, je pars du principe qu'en fonction de la vision qu'ils ont et de l'interprétation que je peux faire vis-à-vis de l'évolution de ce projet, ils savent ce qu'ils font. Donc si vous y êtes,
ma foi, je veux dire, vous avez peut-être fait un très bon choix. Puisque ça peut devenir demain un réel acteur majeur, peut-être pas mondial, mais en tout cas dans un premier temps, européen. Ils essayent également d'introduire un aspect d'intelligence artificielle pour mieux traduire, pour mieux tirer parti des différentes données de santé, encore une fois, anonymisées. Est-ce que c'est un beau choix? Est-ce qu'ils savent le faire? Est-ce qu'ils ont les compétences pour le faire? Personnellement, je ne sais pas. Mais l'idée y est. Et je vous l'avais dit depuis très longtemps, tous les projets qui vont commencer à coller dans leur strat et dans leur roadmap IA, bah grosso modo, c'est un petit peu comme les dot-com lors des années 2000, ça fonctionne, tout simplement. Donc je mets un gros point positif et un mea culpa comme j'ai pu le faire initialement, vis-à-vis d'un token qui ne s'est pas effondré, qui manque cruellement de liquidité, qui manque cruellement de volume. Mais honnêtement, pour un projet aujourd'hui avec une FDV de 119 millions de dollars, pour un projet français, c'est pas courant. Je vous le dis franchement, c'est pas courant. Donc c'est un bon projet qui a les pieds bien sur terre, avec une équipe déterminée. Ils sont 3, j'ai rencontré les 3, et ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. D'ailleurs, avec grand plaisir de les avoir sur la chaîne, je suis en contact encore avec eux, et pourquoi pas les avoir pour d'ici début d'année prochaine, pour faire un AMA, et sans langue de bois, répondre à toutes les questions de la communauté des rois. Voilà pour Galéon, donc je sais que tu m'avais demandé d'en parler. Si j'y étais, j'y resterai bien évidemment, et je suivrai ma stratégie coûte que coûte, pour aller chercher mes tech profits si celui-ci venait à se réaliser. FedChain, on continue dans l'IA, c'est bien. Je suis très content d'observer que vous êtes à fond dans l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un excellent narratif ici. Bon, exactement le même combat que RNDR, de l'intelligence artificielle, une économie, vous savez, de machines autonomes ici, qui permet d'optimiser l'utilisation de l'ensemble des ressources. Ça a été fondé par Check et Ain. D'ailleurs, ils sont même 3-4 à avoir fondé ce type de projet. Puis la réunification type Koh-Lanta avec SingularityNet et Ocean Protocol. Grosso modo, FedChain, en termes de token, est un vrai utility token qui permet d'utiliser cette technologie comme agent autonome, payer les différents services, effectuer des transactions, valider les transactions, etc. Et bien évidemment qu'ils misent sur deux choses particulièrement. Un, l'intelligence artificielle de par toutes les composantes de ce projet, mais également l'interopérabilité entre toutes les machines pour gagner en efficacité. FedChain, si je devais le résumer, et c'est pour ça je suis personnellement investisseur, et puis on l'a acheté pas très haut, soit dit en passant, je crois qu'on l'avait acheté là-dedans, non FedChain? À vous me le confirmer, mais on l'avait vraiment pas acheté très cher, soit dit en passant. Et c'était clairement l'idée d'essayer de traduire par des calculs complexes une efficacité de communication entre toutes les machines pour réduire de façon infinie ou quasi infinie les coûts. Voilà, c'était un petit peu l'idée. Donc, vous avez des machines qui arrivent à faire tant de calculs, et en fait, on s'était vite rendu compte que très peu de la puissance, ou en tout cas pas l'intégralité de la puissance, est utilisée par rapport à ces GPU. Et FedChain a réussi à créer un protocole propriétaire qui permet d'augmenter l'efficacité et l'efficience de la communication entre les machines pour pouvoir aller résoudre des calculs complexes, mais de façon non pas autonome les unes des autres, mais plutôt d'interopérabilisation vis-à-vis d'une communication synchrone et non pas asynchrone. Et ça, honnêtement, ça se voit dans le prix, parce qu'il semblerait que ça fonctionne plutôt pas trop mal, bien évidemment. Suivez le narratif et suivez les porteurs de projets parce qu'ils sont connus, encore une fois, et il faut regarder où est-ce que ça en est, notamment au niveau de la roadmap. Dès lors, on fait une corrélation entre les promesses et la preuve, tout simplement. Est-ce que oui ou non, il est de plus en plus utilisé? Est-ce que oui ou non, ils ont réussi à réduire les coûts et gagner en efficacité? Nervos, CKB, on en parle très régulièrement de CKB, mais c'est avec grand plaisir d'en reparler. On a également exposé dessus. Ça a été encore une fois un magnifique token killer du top 10, etc., un écosystème complet visant à améliorer toute la sécurité, résoudre le trième des blockchains, la scalabilité, la décentralisation, qui a été fondé par Xi Xiangxi, c'est un ancien membre de l'équipe, excusez du peu, Ethereum. Et c'est là où en fait on se dit, ok, ce sont des mecs d'Ethereum, de l'ancienne équipe de développement d'Ethereum, pas n'importe qui, quelqu'un qui avait vraiment réussi à faire bouger les lignes au sein de l'écosystème Ethereum, qui décide d'aller augmenter et vraiment, comment je pourrais dire ça, exprimer tout son potentiel avec Nervos. Et aujourd'hui, c'est un projet à un demi-milliard de dollars
de capitalisation, c'est un projet qui vit, c'est un projet qui actuellement range bien évidemment, mais qui n'a pas encore exprimé tout son potentiel. Donc oui, on a pris des profits, vous imaginez bien qu'on a holdé là-dedans, on a eu les structures, est-ce que c'est intéressant? Oui, je pense qu'on est encore d'ailleurs dans une zone de rechargement d'achat, soit dit en passant, court terme, moyen terme, est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas sur... Je ne l'ai pas sur TradingView CKB, on va essayer de le récupérer CKB, pour voir où est-ce qu'on en est d'ailleurs. Logiquement, je devrais avoir une petite étiquette. Non, je n'ai pas d'étiquette. Ben, c'est bien dommage. Je peux essayer d'aller le choper. Bon, allez, on va le choper dans une zone de rechargement d'achat. Ici, on va le prendre sur le point bas au niveau de 2022. Voilà, on est bien dans une zone de rechargement d'achat, 618 et 186. Vous avez les arrachements haussiers. Alors oui, vous avez de la volatilité, mais en réalité, ça aurait très bien pu faire ça, vous voyez. C'était pas nécessaire que ça aille aussi haut, mais on n'est pas à l'abri d'un short squeeze, on n'est pas à l'abri d'un excès de FOMO. Vous avez bien ici une zone rouge. Alors excusez-moi du peu, mais je n'ai pas tout l'historique, mais on aurait pu reprendre tout l'historique. Ici, vous avez une grande zone rouge, si vous voulez, avec des trucs qui étaient partis un petit peu en l'air. Puis là, vous avez la zone jaune. Donc ici, les professionnels qui se positionnent. Et nous, on va chercher tout simplement l'expansion, donc la zone verte ici. Et c'est clairement ce qu'on joue. Donc oui, les profits ont été pris. La position est dite sécurisée. Ben maintenant, Yate, Ansi, Uniswap. Échangeur décentralisé, un des plus gros échangeurs décentralisés. Alors oui, l'ancien fondateur de Bittrex est assez bullish sur Uniswap. Je le suis également, 5 milliards de capitalisation. Il ne faudra bien sûr pas s'attendre à faire des coefficients multiplicateurs de x100 sur ce type de produit, même si ce n'est pas quelque chose d'impossible, ça reste relativement ambitieux, de par la capture des capitaux qui pourraient rentrer sur ce marché. Oui, Uniswap continue bien à se développer. Oui, Uniswap est le principal échangeur décentralisé du réseau Ethereum. Et oui, c'est plus intéressant de passer par ce type de structure plutôt que directement passer par Consensus au sein de MetaMask notamment, où les frais sont très hauts. Puisque ici, vous comprenez bien que tous ces protocoles décentralisés type PancakeSwap, SushiSwap, Uniswap, c'est de créer des paquets de commandes ou de paquets de transactions pour pouvoir linéariser les fees, ou en tout cas essayer de diminuer les fees en envoyant les transactions lorsque la blockchain est la moins surchargée, là où il y a le moins de transactions. Alors c'est peut-être un peu plus rapide, il y a aussi des pools de liquidité qui permettent vous directement de valider votre transaction, et eux après derrière, ils vont faire une compensation, prenez un petit frais dessus pour pouvoir faire passer les transactions, mais ultérieurement, mais c'est eux en fait qui prennent à leur charge, si vous voulez, la rapidité et les faibles frais vis-à-vis d'une technologie, d'une technique utilisée notamment sur la plupart des échangeurs dits décentralisés. Alors pourquoi Uniswap plus que PancakeSwap, plus que SushiSwap ou plus qu'un échangeur décentralisé à part entière? C'est juste qu'il est plus utilisé, tout simplement. C'est juste qu'aujourd'hui, vous savez, vous avez 1 million de proxys d'une application mobile ou d'un site internet, mais pourquoi vous allez sur vente privée plutôt que vous alliez sur showroom privé ou sur Chine ou sur je ne sais pas combien de sites de vente privée il existe? Parce que c'est les plus gros, parce que c'est potentiellement les meilleurs, parce que il y a de la confiance. C'est ça en fait qu'on joue aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison que la confiance est l'opposé du doute. Et sur ce marché, aussi spéculatif soit-il, n'a pas de place au doute. Tout simplement. Et Uniswap a dès le début et dès sa genèse été soutenu, notamment par l'ensemble de la communauté, et par les développeurs notamment, d'Ethereum. Tezos, avec son fondateur, que vous connaissez peut-être, il est francophone, c'est Arthur Bretman, qui a d'ailleurs fait une apparition sur le token 2049 de Singapour, c'était cette année, qui a fait une très belle... très beau passage pour expliquer la vision de XTZ, de Tezos. Donc non, si vous vous posez la question, est-ce que Tezos est mort? Loin de là, loin de là. Est-ce que Tezos, il va être arbitré dans pas très longtemps du côté d'Hermès? C'est possible, mais il commence à réagir. Bon, ça va. Je commence à voir des choses. Pourquoi arbitrer un truc? Ça sert strictement à rien. Il y a des volumes qui arrivent. On est un petit peu dans la déchéance, donc ça latéralise. Les investisseurs, c'est quand c'est horizontal. Les professionnels, quand on a des breakouts. Est-ce qu'on pourrait avoir ces breakouts? En tout cas, je suis reparti chercher ces différentes interviews. Quand est-ce qu'il était passé? Ça m'a rassuré de le voir sur 2049. Et j'ai scruté sa roadmap, honnêtement, dans l'air du temps du côté de Tezos. Dans l'air du temps. Donc je me dis, à la fois une des plus belles communauté décentralisée. Je vous rappelle que Tezos est à l'initiative de la première DAO au monde. L'idée de gouvernance, au sein même d'une décision vis-à-vis d'une roadmap d'un token ou d'un projet open source, quel qu'il soit,
vient de Tezos, en fait. Ça a été ça. Donc, c'est un projet ou un des projets les plus vieux, qu'on pourrait dire, notamment européens. Et aujourd'hui, on est très content de l'observer qu'il est encore en vie. Alors oui, on aurait pu prétendre un petit peu plus de Pepsi, etc. Mais ça reste quand même un projet qui vaut encore 1 milliard de dollars de capitalisation, avec ses propres smart contracts. Bien sûr, c'est une... alors, peut-être que je ne devrais pas dire ça, mais ils se sont imprégnés, j'ai presque envie de le dire comme ça, d'Ethereum vis-à-vis des smart contracts. Et c'est un projet aujourd'hui qui travaille notamment avec Société Générale et avec le secteur de la finance dite TradFi. On est très content, encore une fois, de le recommander. Oui, j'y suis, oui, j'y reste, mais si jamais il ne me demande pas pleine satisfaction vis-à-vis de mes invalidations dites temporelles, je l'enlèverai tout simplement de mon carnet, ou en tout cas de mon portefeuille. Gros, et je fais une généralité par rapport à tous les projets d'échangeurs qui peuvent être mis directement, alors peut-être de façon un petit peu malaisante ou maladroite, peut-être pas malfaisante, mais plutôt maladroite, dans la social faille. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on comprend bien que, hormis le fait que vous allez payer des frais un peu moins chers si vous passez des transactions sur les différents échangeurs, comme le BNB sur Binance, comme le BGB sur BitGate, comme le OKX sur EKX, ou comme le CRO sur Crypto.com, vous avez 25% de frais en moins, enfin bref. Un petit peu du bullshit, ça reste un même coin en fait. Et vous surfez ici, non pas sur la potentialité technologique de ce type de coin, mais plutôt sur l'accroissement d'adoption vis-à-vis de l'échangeur. Donc oui, il est probable que dans une vision plus ou moins moyen terme, d'ici quelques mois, peut-être quelques années, les différents cryptos d'échangeurs décentralisés auront un rôle à jouer dans la survie. Et je dis bien dans la survie des différents échangeurs centralisés. En faisant quoi? En essayant d'alimenter un écosystème beaucoup plus vaste que ce qu'il n'est aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous regardez aujourd'hui, mais les plus gros échangeurs de la planète, ce n'est plus que passer une transaction et vous inquiétez pas, vos fonds sont safe ou. Non, ils sont pas oui, ils sont sécurisés, soit dit en passant. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils essayent de nous expliquer via différents protocoles, notamment de preuve de réserve qui est apparu très peu de temps après FTX notamment. Mais partez du principe que c'est l'écosystème d'échange centralisé est bien plus aujourd'hui qu'une simple transaction en Bitcoin, USDT ou d'autres stablecoins, vous pouvez bien sûr l'imaginer. Dès lors, je suis assez bullish, notamment sur ce cycle, et un cycle d'adoption vis-à-vis des tokens, entre guillemets, d'échangeurs. Pour la simple et bonne raison qu'ils vont directement être corrélés par rapport à une adoption et à de nouveaux utilisateurs. Et vous savez quoi ? Quand il y a des bull runs, il y a des nouveaux utilisateurs. Donc il est très probable que ce token fonctionne plutôt bien. Et Crypto.com n'a clairement pas donné son dernier mot puisqu'il investit de plus en plus en dehors, si vous voulez, de l'écosystème crypto, notamment dans le marketing et dans d'autres réseaux, notamment proxy, d'entreprises qui sont directement liées de proche ou de loin à des investissements crypto, à ces technologies blockchain. Mais Crypto.com est un écosystème global aujourd'hui, et jusqu'à preuve du contraire, quoi qu'on peut penser, souvent pas forcément en bien, des différents fondeurs milliardaires de ces différents projets qui ont réussi à tailler en fait au fer rouge dans l'écosystème complet, ma foi, ça fonctionne, et actuellement vous pouvez toujours échanger et toujours retirer vos fonds de Crypto.com si vous le désirez. C'est bien ce qu'on va demander à un échangeur dit centralisé. On continue avec Filecoin. Ok, Filecoin, ça me va bien. Un petit peu difficile, mais why not? Par rapport à des gros data centers, aujourd'hui un peu plus de 2,5 milliards de dollars de capitalisation, mais pourquoi c'est dégueulasse? Pourquoi c'est rouge? Parce que le tokenomics de l'époque était juste dégueulasse, comme tous les tokenomics de l'époque, donc tous les mécanismes de burn, etc. Ça a été lancé en 2017, donc par Bennett. Ça reste une blockchain aujourd'hui qui est encore une fois de plus en plus utilisée, notamment dans les différents protocoles de traitement de l'information et de la donnée. Donc ici, on est clairement dans le DePIN, si vous voulez, dans la big data, et bien évidemment, qu'il a collé sur son site internet, si je ne m'abuse, un petit peu d'IA. C'est toujours un petit peu l'idée, virtual machine. Attendez, est-ce qu'on va trouver IA dans pas très très longtemps? Je ne l'ai pas ici, au niveau... Donc dédié directement. Ok, on parle pas trop d'IA, soit dit en passant. J'attends qu'il le colle et le token fera peut-être x2. Mais vous avez compris à quoi ça sert. C'est tout simplement l'idée du cloud computing, du data center dit décentralisé, de virtual machine. On est clairement là-dedans. Et vous savez quoi? Ça marche. Et surtout, il y a des gens qui payent pour utiliser ça. En fait, on peut presque dire qu'aujourd'hui, Filecoin est
un acteur qui tente, si vous voulez, de mettre en place des codes sur un potentiel business model vertueux sur ces technologies blockchain. Alors oui, c'est une espèce d'hybridation entre ce qui se fait déjà et ce qui se fera peut-être plus tard. Mais il est en première ligne, si vous voulez, pour essayer de décoller, de faire décoller l'émergence d'un business model au sein de cet écosystème. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle que je suis investi à l'intérieur également de ce projet-là. Au-delà de la résilience, de la résistance et de la longévité de ce projet-là, qui aujourd'hui n'est toujours pas mort, bien évidemment, parce que de plus en plus utilisé, qu'on le veuille ou non. Donc j'espère que je vous aide en vous aidant dans ça. Je ne dis pas qu'il faut investir dans ce projet-là en particulier, je vous dis juste qu'il faut quand même le suivre, tout simplement. Comme j'avais initié, moi, des stratégies d'investissement au sein de ce projet-là, un projet qui a encore envie, bah why not? Pourquoi pas continuer à en faire profiter, en tout cas de continuer surtout à vous en parler. C'est clairement pas une invitation à investir dedans, puisqu'il n'y aura pas de coefficient multiplicateur de x38, x42 sur ce type de projet, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. On continue avec une autre crypto-monnaie, Zilliqa. Est-ce que je peux aller récupérer Zilliqa? De ce côté-là, on va regarder ensemble ce qui nous donne actuellement notre ami Zilliqa. Un projet qui m'a donné pleine satisfaction, notamment du cycle 2020-2021. Moins de personnes y croyaient. Plutôt intéressant. J'avais quand même un doute par rapport à un nouvel ATH. C'est pour ça que j'ai renforcé des positions au sein de ce projet-là, puisqu'il avait fait de nouveaux ATH, notamment à la fois vis-à-vis de la capitalisation, mais également vis-à-vis du price action. Alors qu'est-ce que c'est Zilliqa? C'est tout simplement, encore une fois, un proxy ou un concurrent, un Ethereum killer potentiellement qui avait utilisé, qui s'était concentré notamment sur le concept de sharding pour offrir plus de vitesse, meilleure fluidité au niveau des transactions, plus de scalabilité et moins de frais. Tout simplement, c'était un petit peu le champ de bataille des projets crypto de l'époque pour essayer de concurrencer en frontal Ethereum. Ça a été fondé donc en 2017 par Patrick Pratique, je ne sais plus comment on se dit, Saxena. Ils sont plusieurs d'ailleurs à avoir fait ce projet. C'est un projet, je crois qu'ils étaient 4 ou 5 en tant qu'initiateurs de ce projet. C'est plutôt aujourd'hui un projet dit utilitaire, staking, sécurité du réseau et également des récompenses si vous participez à l'ensemble de la gouvernance du réseau et de la sécurité du réseau. On se concentre uniquement sur ce projet-là, sur l'innovation technologique directement corrélée à des applicatifs et l'adoption d'applications dites décentralisées. C'est ça le mot d'ordre de Zilliqa. Dès lors, on est bien ici, non pas dans la pioche, mais dans les vendeurs de pioches, dans les concepteurs de pioches, sur des projets dits d'infrastructure, notamment de Layer 1. C'est un projet aujourd'hui qui est listé partout. Il est un petit peu malmené, mais comme beaucoup de nos projets Layer 1 qui semblent de moins en moins être utilisés, maintenant il va falloir faire des coudes parce que pendant 2 ans, ils ont réussi à se développer, ils ont continué à se développer. La question à se poser, c'est pas de savoir s'ils ont réussi pleinement à se développer vis-à-vis des promesses qui nous avaient été données, c'est de savoir si oui ou non, par rapport à un instant T, ils ont réussi à se réinventer. Et le projet qui sera le plus et le mieux se réinventer, alors très probablement gagnera plus de parts de marché. Maintenant, j'y reste, mes objectifs sont modestes par rapport à ce type de structure. Mon objectif, c'est pas de faire x100, c'est pas de faire 150, c'est au moins avoir des coefficients multiplicateurs de x2, x3, x5, pourquoi pas x10. Et aujourd'hui, Zilliqa peut prétendre à ce type de coefficient multiplicateur, mais c'est clairement pas un meme coin, ça reste un projet dit d'infrastructure. Je vous l'avais promis. On arrive à la demi-heure vis-à-vis de ce top crypto des futurs millionnaires. Et on va donc parler ici d'une future peut-être crypto-pépite et peut-être avec des gros guillemets parce que restez bien avec moi, je vais vous en parler et je vais surtout lui refaire le portrait. On commence par une toute petite introduction sympathique. Pépé, vous connaissez Pépé, ce fameux meme coin qui a un seul objectif, c'est de pisser sur tous les autres meme coins. Vous allez regarder et j'aimerais en fait ensemble qu'on réfléchisse à la rationalité d'une construction d'un projet cryptographique. On va regarder en 3 choses. 1. Le tokenomics. Ok, tokenomics de PP. Pas de taxes, pas de conneries. Le jeton LP sont brûlés, la propriété des contrats est donc abandonnée. Juste en lisant ça, essayez de me trouver maintenant, hier ou demain, un semblant de business model périn. Rentable.
S'il n'y a pas de taxe, comment vous voulez à un moment donné faire du pognon? Ce n'est pas possible. Deuxième petite chose, vis-à-vis de la feuille de route. Ok. Memit, Wibenhold, Mem Together. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de feuille de route. Il n'y a rien en fait. Il n'y a pas de développement. On nous explique que sur ce truc-là, il n'y a pas de développement. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer, notamment sur de l'open source. Et encore faut-il le faire passer au sein de la majorité des holders. Techniquement, je ne sais même pas s'il y a réellement du développement au travers de cette blockchain. Dites-le moi dans les commentaires. Il n'y a pas de feuille de route. Il n'y a pas entre guillemets de consensus. Et il y a quoi en fait sur ce type de projet? Alors comment vous pouvez éventuellement essayer de définir de façon rationnelle une valeur future de ce type de projet qui est en train de passer bientôt les 10 milliards de dollars de capitalisation? On va regarder une troisième chose. Est-ce que ça peut être éventuellement intéressant? Est-ce que je peux le retrouver quelque part? Peut-être au niveau de l'à propos? Voilà, c'est ça. Pépé est là pour rendre les mêmes coins à nouveau géniaux. Cette phrase est importante. On en avait parlé il y a quelques jours en arrière vis-à-vis d'un Pépé Frog qui avait déjà été initié, c'était fin 2013, et c'était pas génial parce que ça s'est tout simplement littéralement effondré comme. Et on le sait très probablement tous au fond de nous. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal en fait à partager ce type d'euphorie au sein des mêmes coins. Et au fond, je suis pas quelqu'un de rageux ou quelqu'un d'haineux par rapport à avoir manqué une opportunité, puisque les opportunités se créent dans le déni. Nous ne sommes plus dans le déni de l'opportunité, on est plutôt dans la cupidité de l'opportuniste ici. Si je voulais réellement m'y intéresser, et ça fait très longtemps d'ailleurs qu'on s'y intéresse avec l'ensemble de la communauté, c'est tout simplement de comprendre vis-à-vis d'une vision globale de ces différents projets. Peut-être qu'il y aura demain une résonance, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, le plus visionnaire d'entre nous ne peut pas savoir comment va se comporter ce type de projet demain. C'est impossible. Donc en fait, on investit dans quoi? On peut être le plus gros maximaliste PP, Memcoin, Dogecoin que vous voulez, et encore Dogecoin c'est bien différent en réalité. Mais si je regarde tous les Memcoins aujourd'hui comme Weave, comme Dogs, comme Cats, comme les mêmes en fait qu'il y avait en 2013-2014 qui se sont littéralement effondrés, la même vision est exactement la même. Et il n'y en a pas en réalité. Donc essayez de trouver des leviers de croissance dans un futur plus ou moins proche, sur ce type de projet, est juste impossible. Mais encore une fois, c'est de les voir qui est impossible. Maintenant, ils peuvent très bien arriver. Et ça va tout simplement surprendre tout le monde. À ce moment-là, au fond, si vous y arrivez, si ce truc-là devient en fait le code source même de l'idée du tout décentralisé, bon sang, vous êtes des génies. Mais l'objectif, c'est pas d'avoir raison, c'est tout simplement de gagner. Donc si ce truc vous fait gagner, même si on est tous en train de se planter par rapport à un narratif, et ce qui va arriver demain, en fait, sera tout simplement une évidence absolue. Alors bien sûr, vous aurez fait des coefficients multiplicateurs peut-être bien plus importants de ce qu'on est en train de faire ou ce que vous êtes en train de faire, parce que j'ai que du Dogecoin. Moi, en termes de Memcoin, ça fait très longtemps. Et je suis très content d'ailleurs, parce que c'est clairement ce qui performe aussi vis-à-vis du reste de mon portefeuille. Je ne vais pas me plaindre. Mais comprenez-le comme ça, et j'espère que j'ai été clair vis-à-vis de ça. Ce n'est pas de savoir si oui ou non, finalement, il y a une raison rationnelle par rapport à un instant T, mais de là à dire, est-ce que demain, cette rationalité va s'exhiber, on peut presque en parler comme ça, en fait, personne ne le sait. Personne ne le sait. Donc, en fond, on investit surtout dans du vent aujourd'hui. Mais ma foi, peut-être que ce sera une tempête et qui va réorganiser toute la planète et du système planétaire mondial. J'en ai pas la moindre idée. Maintenant que j'ai posé les bases sur Pépé, je vais donc enfin vous parler de ce projet. Et évidemment qu'on va en parler de ce projet. Regardez ça. C'est Pépé Unchained. En gros, ici Pépé était un prisonnier enchaîné à sa vieille et encombrante salle de serveur blockchain Layer 1 jusqu'à Layer 2. Le nouveau Pépé Unchained, ici Unchained, je ne sais pas comment on pourrait le... Oui, c'est Unchained, qu'on peut éventuellement essayer de le voir s'envoler littéralement avec des coûts plus faibles, avec une scalabilité plus grande, avec des transactions beaucoup plus importantes au sein même des différents blocs. C'est incroyable, ce truc. Ça fait des mois qu'il est en train d'être chill sur les différents réseaux sociaux. 40 millions de dollars levés. Je ne sais même pas si ce chiffre est bon, parce qu'en fait, on ne peut pas réellement le savoir. La seule chose qu'on pourrait savoir en allant trifouiller sur Etherscan, c'est de regarder quelles sont les transactions qui sont allées directement sur le contrat intelligent de Pépé Unchained.
Apparemment, il y a déjà des trucs de 50 000 dollars ou 40 000 dollars qui sont déjà passés. Mais de là à croire que les 40 millions de dollars sont vrais, en fait, en réalité, on ne peut pas le savoir. C'est peut-être que du fake. Bon, maintenant qu'on a ça, on comprend bien que, ce truc-là n'a strictement, je dis bien strictement rien à voir avec les développeurs de PP. On ne sait même pas qui sont les développeurs de PP, soit dit en passant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y a pas plus tard qu'1 an, il y avait eu un smart contract un peu frauduleux par rapport à un rug pool de près de 16 millions de dollars par les développeurs de PP qui avaient caché de l'argent ou qui avaient transféré de l'argent, entre guillemets, un petit peu de façon cachée, qui a été révélé parce que vous imaginez bien, un truc qui vaut 10 milliards aujourd'hui, on regarde quand même un petit peu ce qui se passe au niveau des transactions. Et ça a fait un peu de remue-ménage. Bon, grosso modo, s'ils ont déjà réussi à récupérer 16 millions, si c'était un scam, ma foi, c'est déjà pas mal. Mais faites quand même, bien sûr, attention. Ce type de choses, je vous le dis, à part sa tronche de grenouille avec des électrodes sur la tronche et sur le cerveau, n'a strictement rien à voir avec PP. Ou en tout cas, le PP que vous connaissez, donc dont vous voulez qu'on parle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, moi, il y a toujours un truc qui me rebute, c'est si j'arrive pas à mettre la tronche du porteur de projet sur ce type de choses. Pour moi, c'est un red flag énorme. L'équipe de développement, on ne sait même pas s'il y a une équipe de développement derrière, bon sang. On ne sait même pas s'il y a des gens qui bossent. Alors oui, il y a peut-être 14 000 personnes sur le Telegram, et on ne sait même pas si ce sont des fonds comptes. Je vous rappelle que Telegram, c'est quand même le réseau social des arnaqueurs, des scammers de la planète. On ne sait même pas si ces chiffres sont vrais. La seule chose qu'on pourrait dire, ok, c'est vrai, c'est ça. Il y a 54 000 abonnés sur Twitter. Il y a rien, en fait. On ne sait même pas si tout ça, c'est vrai. On ne sait même pas. Ils ont 54 000 abonnés. Le truc, il fait 400 000 vues. Des retweets. On ne sait même pas si c'est des faux comptes en Russie, au Bangladesh. J'en ai pas la moindre idée. Je vous le dis franchement, j'en ai pas la moindre idée. Donc on a l'impression qu'on est en train d'essayer de faire monter une sauce avec une coquille, mais littéralement, mais c'est même pas une coquille, c'est un œuf pourri à l'intérieur, jusqu'à preuve du contraire. Mais je vais aller un tout petit peu plus loin pour vous expliquer tout ça. Bon, on ne sait pas qui y a derrière. On sait qu'ils surfent sur le même coin PP, mais on sait, et honnêtement on peut le savoir, c'est pas les gens qui sont PP derrière. En tout cas, il n'y a eu aucune communication vis-à-vis de ce nouveau projet. C'est en train de passer de façon un peu anecdotique. C'est passé sur Binance au niveau du blog, c'est passé aussi sur Crypto News, mais non pas par rapport à c'est le projet du siècle, etc., mais juste par rapport à la capitalisation qu'ils sont en train de driller. Et on ne sait même pas si elle est vraie, cette capitalisation. En tout cas, c'est cette levée de fonds. Okay. Bon. Vous avez compris le truc. Moi, je pense avoir fait mon job en mettant ceci. C'est un scam, tout simplement. Voilà. Donc moi, je l'ai tweeté. Ça va être un scam, très probablement à 50 millions de dollars. Actuellement, vous investissez dans quoi? Dans que dalle, puisque c'est un projet 100% centralisé, puisqu'il n'y a pas eu encore le TGE. Alors oui, il nous explique qu'il y aura un TGE sur Binance, potentiellement, ou en tout cas sur un des top 1 des plus gros échangeurs de la planète. Mais on ne sait même pas, en fait, si ça va être listé, ce truc-là. Aussi bien, c'est juste un scam. C'est juste un site internet. Ils prennent la carte bancaire, ils calment ça sur les... Tu sais même pas où est-ce que va ton pognon. T'en as pas la moindre idée. Alors vous allez me dire, ah oui, mais ça a été fait et audité. Regardez ça. C'est où mon audit? Je sais plus où est-ce que c'est. Livre, bon, j'ai même pas envie de l'avoir tellement que c'est ridicule. Mais ça a été audité, voilà, ça a été audité par solidproof-io. Vous allez regarder, alors je vous invite à aller. C'est une société allemande, européenne. On va pas leur jeter la pierre. Ils ont audité, juste au niveau des contrats intelligents, je crois plus de 800 projets. Et dans les 800 projets, il y avait en tout cas, généralement là où les gens parlent, notamment en termes de commentaires et d'avis, c'est pas les meilleurs projets, généralement, qu'on commente, notamment sur ce type de structure blockchain ou ce type d'audit. Donc oui, il y a eu des scams qui sont passés apparemment au sein de cet auditeur. Donc, c'est pas un gage de qualité. C'est ni un gage de qualité, ni un gage de sécurité, ni un gage de confiance. Et ce truc-là, au fond, in fine, ne fait pas l'unanimité. Voilà. Il n'y a pas d'informations aussi sur le domaine, on ne sait même pas où est-ce qu'il est. DNS, on ne sait rien. Quelle est la personne? J'en ai pas la moindre idée. Donc, je parle du principe que c'est un énorme scam, peut-être le scam des mêmes coins qui va
ce que je vous explique ici, et je pense que c'est peut-être le plus important, c'est que s'il y a un projet comme ça, à 50, 70 ou 100 millions de dollars, peut-être même plus, qui vient à prouver que c'est un scam, il n'y a même pas de blockchain derrière, il n'y a même pas de layer 2, en fait, c'est que du pipeau. Je leur fais le reportrait parce que jusqu'à preuve du contraire, mais prouvez-moi que j'ai tort dans les commentaires. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci d'ailleurs. Franchement, regardez, 10 commentaires, 8 commentaires, 8 commentaires. Je demande de répondre. Les mecs, ils nous spamment comme des chiens, quoi. Mais arrêtez, enfin... Il y a tous les voyants qui sont en train de s'allumer en rouge. Mais ce que j'ai envie de vous dire, peut-être pour ceux qui m'écoutent et qui sont beaucoup exposés sur les mêmes coins, parce qu'ils ont senti le truc, peut-être que c'était maintenant ou jamais, why not? Mais ce type de projet va vous faire très très mal. Puisque casser la confiance fait très mal. Il y a FTX qui a cassé la confiance au niveau de l'écosystème blockchain en général, alors que ça n'avait rien à voir avec Bitcoin, alors que ça n'avait rien à voir avec Ethereum, ça n'avait rien à voir avec, ce soit dit dans le passé, si ça avait à voir avec Solana, puisque beaucoup de développeurs et FTX, via sa fondation, en fait, finançaient des développeurs vis-à-vis de la blockchain Solana. Mais ça a fait mal au marché. Ça a été traumatisant pour le marché. Et ce type de choses, je dis pas que ça va pas marcher, je dis pas que c'est un scam, enfin si, jusqu'à preuve du contraire, je dis c'est un énorme scam. Donc n'y allez pas, attendez au moins le TGE et puis au pire, faites une petite double up sur un échangeur si ça apparaît sur Binance et vous aurez tout le loisir d'aller le chercher sur Uniswap, pas très cher soit dit en passant, si le TGE venait à être mis en place. Le TGE c'est quoi? C'est le listing tout simplement. On n'en est même pas sûr qu'il y aura un listing. Voilà, j'espère que j'ai été clair par rapport à ça. Mais si en fait vous comprenez bien que des gens qui sont peu initiés, peu aiguisés par rapport à ces structures ou par rapport à ces technologies-là, malheureusement, c'est très facile de se faire dégommer. Et oui, il y a un Américain qui en a parlé, qui a plus de 250 000 abonnés, qu'il ne faut pas partir à côté de Pépé. Ouais, mais c'est du gambling. Enfin, c'est même pas du gambling. Il n'y a aucune rationalité ou un fondement hormis un rêve, donc du vent, en réalité. J'aimerais vous dire quelque chose, peut-être pour conclure là-dessus. Il y a quelque chose que je pourrais partager avec l'ensemble des personnes qui sont actuellement dans les mêmes coins et qui participent à l'essor de PP, mais comprenez-le comme ça, ce PP-là, c'est pas PP, c'est pourri. En réalité, c'est pas un projet, c'est une philosophie. En fait, n'importe qui, demain, peut être Frog, n'importe qui peut être la petite grenouille, n'importe qui peut porter le projet de la petite grenouille. C'est pas une marque déposée, c'est un concept, une philosophie, presque une évangélisation par rapport à un une nouvelle norme de société et de communauté. Là-dedans, je suis d'accord pour partager cette philosophie avec vous. Ok, et peut-être que je suis en train de me gourer parce que le monde tel que je le vois, tel que je le perçois, en fait, aujourd'hui, dans ma conscience et dans ma perception très personnelle, n'est pas en accord avec ce type de choses. Parce que c'est à l'opposé de toute la construction d'un système basé sur de la rentabilité, sur de la croissance. C'est l'opposé. Et c'est peut-être ce qui fait le génie de ce truc-là. Mais faites attention par rapport à quelque chose de fondamental. Ne confondons jamais le FOMO et l'adoption. Je vais vous la définir comme suit. L'adoption se caractérise par 3 choses. Une valeur réelle, une utilisation, une croissance durable et une pérennité dans son business économique. Ça, c'est de l'adoption. Un exemple très concret, vis-à-vis d'Ethereum, j'aime beaucoup en parler. Contrat intelligent, révolution technologique, l'adoption des stablecoins qui ont été construits sur Ethereum et sur le protocole Ethereum, et réaliser des paiements transfrontaliers. C'est facile à expliquer, c'est facile à comprendre, et c'est difficile d'ailleurs à essayer de faire avaler à des gens qui disent ouais, la blockchain c'est du Ponzi. Alors si la blockchain c'est du Ponzi, Internet c'est du Ponzi, je ne sais pas ce que ces trucs-là sont, je vous le dis franchement. Ça c'est l'adoption. C'est l'intégration progressive d'une technologie, le progrès. Il n'y a pas de progrès dans ce qu'on est en train de regarder dans les mêmes coins. C'est pas vrai. Par contre, il y a plein d'autres choses. Et il y a une chose en particulier, c'est le FOMO. Et le FOMO, c'est qu'une seule chose. C'est un phénomène psychologique où un groupe de personnes, plus ou moins important, investissent et participent dans une technologie. Peut-être une crypto,
peut-être un projet qui pense être quelque chose de lucratif. Ça se base et ça se caractérise par 3 choses, le FOMO. L'émotion, la spéculation, l'engouement. C'est la peur de louper le train. Je vais vous donner les motivations. Peut-être que c'est toujours la même chose. Et vous allez vite comprendre, et je clôturerai là-dessus, et j'aurais mis un gros plan sur la petite grenouille aujourd'hui. On va faire un petit truc clé entre adoption et FOMO. Et si vous avez une seule chose à retenir de cette vidéo du Top Crypto des millionnaires, c'est ça. Adoption, c'est basé sur l'utilité et la valeur à venir. Le FOMO, c'est basé sur la peur. Adoption, l'utilité, FOMO, la peur. L'adoption, c'est sur du long terme. Le FOMO, c'est sur du court terme. L'adoption, c'est basé sur des décisions rationnelles, informées, aiguisées,